Bonjour à toutes et tous. Ravi de vous retrouver pour ce premier live de 2023. J'en profite au nom de toute l'équipe de Give Expert pour vous souhaiter à toutes et tous une excellente année 2023, une bonne santé pour vous, vos proches, du bonheur et puis beaucoup d'impact positif pour tous les projets de collecte, les projets de vos causes, de vos organisations que vous mènerez pour cette nouvelle année. Je suis ravi d'accueillir Émilie Compigny. Bonjour Émilie. Bonjour, ravi d'être avec vous. Bonne année à tout le monde. Et avec un sujet qui est un sujet de bonne résolution, qui est un sujet pour la nouvelle année, qui est un sujet de préparation de son plan de collecte sur l'année 2023, qui est comment développer ses arguments de collecte en 2023 et notamment comment opter entre de la collecte sur des projets par rapport à des fonds non dédiés, donc non affectés. Rapidement, je vous rappelle que on organise un live comme ça chaque deuxième mardi du mois. Premier, là c'est le deuxième parce qu'on est en début d'année. Il y avait le 1er janvier. C'est Give Expert qui est donc une solution complète de modules de dons en ligne, puis aussi de collecte d'adhésion. Qui existe depuis plus de 14 ans maintenant et qui est utilisé par de nombreuses associations et fondations qu'on remercie pour leur confiance, qui organisent ces lives avec toujours la même idée, faire intervenir des praticiens, des experts de la collecte pour un partage de bonnes pratiques, des retours d'expérience et participer à notre petite échelle, je dirais, à la professionnalisation et à la montée en compétence de l'ensemble des acteurs. Et aujourd'hui, on a une spécialiste, une experte, une consultante qui accompagne de nombreuses organisations dans leur levée de fonds. Et je vais passer la parole à Émilie et je la remercie beaucoup de partager toute cette expérience, son expertise avec nous tous. Avec grand plaisir. Merci Alexandre. Alors, on va commencer je vais vous donner quelques astuces. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous donner des tuyaux pour bien commencer l'année en 2023. Et si vous ne l'avez pas encore fait dans le cadre de la planification de vos différentes campagnes, donc campagnes grand public, pouvoir avoir ces petits réflexes, ces petites choses qui vont peut-être pouvoir vous aider à faire la différence et à avoir des campagnes qui auront un peu plus d'impact. Donc la problématique d'aujourd'hui qu'on va regarder ensemble, c'est comment décliner votre argumentation dans vos appels à dons en 2023. Donc on se concentre vraiment sur la partie argumentation. Et on va essayer de faire la différence entre les campagnes qui ciblent vraiment un projet spécifique et les campagnes qui vont être plus générales, qui vont être plutôt sur des fonds non affectés ou des fonds non dédiés, qui vont reprendre plutôt une vision un petit peu plus large de ce que vous faites. Alors, donc vous devez voir un autre slide, juste pour vérifier. Donc, quelles sont les bases pour une campagne efficace? Alors, l'idée... D'accord, super. Alors, l'idée, c'est vraiment de se poser, donc cette première partie, de se poser en fait les bonnes questions avant de se lancer. Une campagne grand public pour les organisations qui en font déjà, ou qui ont déjà testé, on se rend vite compte qu'on peut perdre en fait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources pour des campagnes qui finalement ne rapportent pas grand-chose. L'idée, c'est de regarder un petit peu ensemble ce que vous pouvez mettre en place, ou les questions qu'il faut se poser et ce à quoi il faut penser avant de vous lancer dans une campagne, parce que moi, ça m'arrive assez régulièrement de voir des organisations qui se lancent dans des campagnes ou dans du crowdfunding, par exemple, sans avoir en fait certaines bases, certaines choses qui font que on évite en fait de se planter tout simplement et d'assurer en fait un bon résultat. Alors, la base d'une campagne projet, vous allez me dire, merci Émilie, c'est une astuce absolument incroyable. La base d'une campagne projet, c'est d'avoir un projet. Oui. Donc, le but, c'est pas de vous dire simplement ça, mais c'est vraiment d'insister sur le fait que le but, c'est d'avoir un projet qui soit solide. Donc, on revient sur les bases. La base, ça va être la partie de conception de votre projet. Et en fait, j'insiste sur ça parce que dans le cadre de mon travail, je travaille avec beaucoup d'organisations et très, très, très régulièrement, j'ai presque envie de dire 8 ou 9 fois sur 10, les organisations viennent vers moi en disant « Oui, mais au niveau des projets, c'est bon, c'est carré, on est au top, etc. » Pardon. Et quand je mets mon nez dedans, je relève en fait encore beaucoup de faiblesses ou beaucoup de choses qui n'ont pas été poussées assez loin ou qui n'ont pas été détaillées. Donc, c'est vraiment important d'avoir un projet qui soit déjà extrêmement solide. Donc, je vous ai mis
Le petit squelette s'appelle Bob, donc c'est mon squelette normalement de la création d'une proposition de projet, mais qui reprend en fait vraiment les différents éléments qui sont essentiels quand on rédige quand on conçoit un projet et du coup quand on transforme ce projet en proposition de projet, dans le cadre plutôt de fonds institutionnels. Mais c'est pour vous donner un petit peu les éléments qui font qu'un projet solide, on va vraiment reprendre un contexte, une problématique qui est bien définie, avec des données qui sont percutantes, qui sont précises. Si on parle d'un pays, par exemple de l'Éthiopie, on ne va pas donner tout un tas de data, de données sur l'Afrique, mais on se concentre bien sur le pays, et montrer vraiment quelle est l'ampleur du problème. Très souvent, la partie contexte est un petit peu bâclée parce que les études n'ont pas forcément été poussées, parce que ça prend un petit peu de temps. Et pourtant, dans le cadre d'une campagne, ça va être important de pouvoir piocher en fait dans certaines de ces informations. Des objectifs clairs. On verra par la suite dans la formulation que les objectifs clairs, dans la manière dont on va les formuler pour un projet ou une proposition de projet institutionnel, c'est pas la même manière. On ne va pas les formuler de la même manière dans le cadre d'une campagne, mais au moins d'avoir cette base-là, ça permet de juste refaire un travail rédactionnel derrière et de ne pas avoir à réfléchir en fait à tous ces aspects-là. Pensez aussi à la particularité, à la valeur ajoutée de votre intervention. Ça, c'est extrêmement important, surtout qu'il y a énormément d'organisations à but non lucratif. Vous êtes nombreux dans le secteur, vous êtes nombreux sur différentes thématiques. C'est important de pouvoir trouver la petite chose. Ce n'est pas forcément des choses extraordinaires, mais de la petite chose qui fait que vous vous différenciez un petit peu des autres, ou en tout cas que la méthodologie, l'approche que vous apportez a une valeur ajoutée. Les détails sur les bénéficiaires, c'est pareil, très souvent, on va me dire oui, c'est bon, les bénéficiaires, c'est 100 femmes, 1000 enfants, etc., etc. Et on manque en fait cruellement de données sur le profil de ces bénéficiaires, sur le contexte socio-économique. Et encore une fois, on ne va pas mettre tout le détail dans une campagne grand public, ce n'est pas du tout le but, mais c'est au moins d'avoir tous les éléments en main pour pouvoir piocher, encore une fois, ces petites choses qui vont être importantes pour votre campagne. Des indicateurs, ça va être effectivement assez important, et un budget détaillé et clair. On verra surtout pourquoi par la suite. Le but d'une campagne projet, ça va être vraiment de créer l'envie de vos donateurs d'avoir un impact concret immédiat. Donc le but, c'est donner l'envie d'avoir un impact concret et immédiat. Les bases d'une campagne fonds non affectés, donc là on est sur une thématique qui peut être beaucoup plus générale. Donc on va pas se baser sur un seul projet, mais on va essayer, donc là la différence avec le but d'une campagne projet, ça va être de créer l'envie de faire partie de quelque chose de plus grand. Donc on va essayer plutôt de transmettre une mission, de transmettre une vision, et d'essayer de motiver à se dire ah oui, je veux faire partie de cette chose qui va s'accomplir dans X années. Et c'est plutôt sur ça qu'on va jouer en termes d'argumentaire et de formulation en fait de la campagne. Pour des fonds non affectés, donc là c'est simplement un exemple d'un de mes clients où c'est une petite organisation. On a regardé au niveau de la stratégie en fait de la stratégie à 5 ans, quelles étaient en fait les choses qu'ils voulaient accomplir. On va avoir besoin de différentes choses. Donc, soit on se base sur un plan opérationnel à 5 ans, justement, soit on se base vraiment sur une vision à long terme. Il y a certaines organisations qui vont écrire, par exemple, ce qu'on appelle des lettres venant du futur, donc de se positionner comme si on était déjà en 2025, en 2030, et écrire une lettre comme si on faisait l'état en fait de ce qu'on avait accompli. Ça peut être aussi un bon exercice. Ça peut être aussi un programme qui va regrouper plusieurs de vos projets ou plusieurs de vos piliers. En termes de contenu, on reste sur, bien entendu, le problème à résoudre, même si on part plutôt sur cet aspect de vision, de choses à accomplir plutôt que d'impact direct concret d'un projet. On reste quand même sur une thématique, on veut que quelque chose change dans cette communauté, dans la société en général. Comment? Donc, bien évidemment, de pouvoir parler des initiatives, de comment est-ce que vous allez accomplir cette vision. Les indicateurs clés de performance vont être extrêmement importants. Donc, ça va être moins détaillé que dans un projet, certes, mais c'est là où vous allez aussi pouvoir embarquer sur une vision, faire embarquer vos potentiels donateurs sur une vision à plus long terme. Par exemple, dans le cadre de ce client-là, si on regarde la ligne Empowerment, c'est une organisation qui travaille avec un objectif qui est de créer 10 millions d'emplois d'ici à 2025. Donc, on partage en fait cet objectif qui reste clair, qui reste précis, même si c'est à plus long terme, en disant aidez-nous à atteindre cet objectif, à créer ce nombre d'emplois. Le budget, bien évidemment, ou en tout cas les besoins financiers que vous allez avoir pour pouvoir accomplir
cette mission sont également importants. Et pour rappel, donc, on crée l'envie de faire partie de quelque chose à plus long terme, d'une vision, quelque chose de global. Pour rester sur les bases, c'est aussi important de connaître sa cible et l'objectif de sa campagne. La campagne, c'est vraiment un exercice rédactionnel. Donc, on va adapter le contenu et la rédaction selon, donc forcément, si c'est une campagne projet, une campagne fonds non dédié, ou si c'est une cible qu'on connaît bien, une cible qu'on ne connaît pas du tout, et quel est l'objectif de la campagne. Donc là, vous avez juste un petit schéma qui résume assez bien la chose de manière assez simple. Donc, si vous avez une cible qui n'est pas très connue, dans le sens où peut-être c'est un premier test, c'est une première campagne, vous avez quelques followers, quelques personnes qui vous suivent sur les médias sociaux, mais vous n'avez pas d'échange, vous ne savez pas finalement qu'est-ce qui les intéresse. L'idée, ça va être vraiment de venir attirer en fait ces personnes-là. Donc, vous suscitez la curiosité et vous essayez de trouver un petit peu des points de convergence, de voir qu'est-ce qui parle en fait aux personnes avec qui, qu'est-ce qui parle aux personnes que vous allez attirer, pardon. Si c'est peu connu, donc des personnes qui sont déjà un petit peu autour de votre association, mais où il n'y a pas forcément, il y a peut-être un petit peu d'interaction, il n'y a pas forcément de dons, donc vous savez qu'ils s'intéressent à certaines choses, mais c'est encore un petit peu flou. Il peut y avoir un petit peu deux objectifs. Le premier, ça peut être simplement d'informer, donc de donner plus de détails, d'informer, de chercher à créer un lien qui va être plus étroit avec vos donateurs pour vraiment essayer de susciter un intérêt pour votre cause. Le deuxième, ça va être plutôt de créer de la confiance, sachant que les deux peuvent aussi éventuellement se compléter, mais ça peut être donc de créer la confiance et plutôt de montrer votre impact et d'asseoir votre crédibilité. Donc là, on va parler plutôt de ce qu'on a aussi accompli, donc de ce qu'on veut accomplir, mais d'avoir aussi des informations sur ce qu'on a accompli, ce que vous avez pu faire jusqu'à aujourd'hui, etc. Quand vous avez une cible connue, qui est plutôt donc des donateurs que vous avez déjà, donc peut-être dans le cadre d'une campagne où vous voulez fidéliser, transformer en dons mensuels, etc., vous allez chercher à engager, donc à créer un sentiment d'appartenance, essayer de faire en sorte que ces personnes participent encore plus, pourquoi pas les transformer en ambassadeurs, en relais en fait aussi pour votre cause, et fidéliser, c'est-à-dire motiver vraiment en engagement de longue durée. Alors maintenant, comment bien structurer son pitch? Donc j'ai repris un petit peu des éléments que j'avais dans le cadre d'un pitch, ce qu'on appelle vraiment le elevator pitch, qui est très souvent un peu plus à l'oral, mais que j'ai vraiment adapté dans le cadre d'une campagne grand public, sachant qu'on va rester sur trois piliers. La première étant vraiment une accroche, la deuxième le corps et en troisième la conclusion. On verra ça, mais la conclusion, ce que vous demandez à la fin, va aussi conditionner la manière dont vous développez votre argumentaire et votre pitch. Pour l'accroche, l'élément principal, c'est vraiment d'attirer l'attention en une fraction de seconde. Vous pouvez donner des faits ou des statistiques. Alors, j'ai mis vraiment choquant entre guillemets parce qu'on n'est plus sur ces campagnes d'il y a 10 ans où on montrait l'enfant malnutri, etc., etc. Ça peut être des choses positives comme des choses négatives. Ça peut être de dire des choses positives. On a déjà réussi à créer plus de 5 millions d'emplois pour les femmes en Inde. Aidez-nous à créer les 5 millions restants. Donc, ça peut être aussi des choses en disant, oui, effectivement, une organisation qui crée 5 millions d'emplois, c'est déjà énorme. Donc, ça peut être positif comme négatif, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'accrocheur. Dans la mesure du possible, créer du lien en montrant comment cela concerne le lecteur. Alors, ça sera peut-être un petit peu plus facile pour des associations, des organisations qui travaillent plutôt sur des sujets locaux, un peu moins à l'international, parce qu'on va pouvoir un peu plus facilement faire le lien avec vos prospects ou avec vos donateurs. Mais on arrive toujours à trouver quelque chose, c'est-à-dire que si on parle de mortalité des mères dans un pays en Afrique, on peut venir quelque part, par exemple, toucher aussi les mères qui vivent en France quand on travaille en fait un argumentaire sur cette thématique-là. Donc, essayez de réfléchir à ce qui peut faire du lien et à pourquoi est-ce que vous êtes le mieux placé pour répondre à cette problématique en reprenant un petit peu la valeur de votre travail. Donc là, l'idée, c'est de mettre l'accent aussi sur cette problématique et dans la mesure du possible, le plus possible, de rendre la cause proche du lecteur. Ensuite, on passe au corps, plutôt la partie vraiment argumentaire. Donc là, vous décrivez brièvement soit votre projet, soit votre vision. Donc tout dépend si c'est une campagne projet, une campagne fonds non dédié.
On essaie de montrer sa valeur, de montrer soit les impacts que vous avez, soit l'approche vraiment que vous avez pu développer. Donc, on essaie de montrer quelle est votre valeur ajoutée, qu'est-ce que votre association, votre organisation apporte. Et on développe son argumentaire, alors selon, bien entendu, le contenu, donc projet, fonds dédié, votre cible, votre objectif, etc. On développe son argumentaire, donc ça peut être différentes choses, quelques exemples en dessous, donc ce qui différencie votre organisation, l'efficacité de vos programmes actuels, des histoires d'impact, ou qu'est-ce que vous préparez à accomplir à l'avenir. Donc là, on est vraiment sur ce qu'on appelle en anglais le unique selling point, la proposition de valeur de votre organisation. Pour la conclusion, on fait une demande qui est très spécifique. Donc, en général, c'est assez évident sur les campagnes et les formulaires de dons, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Mais c'est quand même important de formuler la demande, ce que vous souhaitez avec cette campagne. Donc, ça peut être différentes choses, inscrire une personne ou un prospect, un donateur en tant que collecteur de fonds pour vous, faire des dons en nature, faire des dons ponctuels, des dons mensuels, et qu'est-ce qu'ils vont venir soutenir vraiment spécifiquement dans le cadre de cette campagne. Comme je le disais, votre conclusion va vraiment définir en fait l'ensemble de votre argumentaire. Donc, vous avez vraiment plusieurs variantes de pitch ou plusieurs variantes d'argumentaire qui sont possibles dans le cadre de votre campagne. Le tout, c'est de trouver un équilibre entre ne pas surcharger, parce que là, quand je présente tout ça, on a l'impression que ça va faire un énorme texte. Le but, c'est surtout pas de faire un énorme texte, c'est vraiment de prendre des informations qui sont clés, qui sont pertinentes, qui vont parler, qui vont faire ting, et de pouvoir rassembler ça dans quelque chose qui reste assez court. Alors, comment préparer la campagne pour qu'elle soit attrayante et pour qu'elle soit finalement la plus convaincante possible? Donc, j'ai mis quelques points que je vais venir illustrer avec des exemples sur lesquels j'ai travaillé pour pouvoir pour que vous puissiez visualiser ça en fait de manière beaucoup plus concrète. Donc, le premier point, ça va être vraiment de reformuler vos objectifs et votre contenu pour rendre le tout accessible à tous en étant le plus concret possible. Donc, tout ce qui est le jargon du secteur, parfois même jusque quand on parle de SDG ou quand on parle des ODD, c'est pas évident pour tout le monde. Il faut bien garder à l'esprit que des gens qui ne sont pas du tout dans notre secteur n'ont parfois aucune idée de quoi on parle. Donc vraiment oublier le jargon du secteur et essayer de reformuler les objectifs pour que n'importe qui puisse comprendre. Alors ça donne quoi en termes d'exemple? Quelque chose, alors un exemple d'objectif tel que vous pouvez l'avoir dans le cadre d'un projet, ça va être favoriser un changement systémique dirigé par la communauté dans le domaine de la santé maternelle, néonatale et infantile dans les zones rurales d'Éthiopie. Vous avez ça dans le cadre d'une conception de projet, d'une proposition de projet pour des fonds institutionnels, c'est très bien. Dans le cadre d'une campagne, c'est catastrophique. Donc, vous ne pouvez pas parler de ça. Ça fait pas tilt. Les gens ne comprennent pas forcément de quoi on parle. C'est pas quelque chose d'évident. Une autre manière de formuler pourrait être, par exemple, former des sages-femmes dans les régions les plus reculées d'Éthiopie pour que les mères puissent avoir une chance de donner la vie en toute sécurité. Et déjà, on vient parler aux mères, on vient parler de pouvoir donner la vie en toute sécurité. Quelque chose même de encore reformulé, peut-être même un petit peu mieux, encore une fois, ça reste des exemples. Chaque mère devrait pouvoir donner naissance en toute sécurité et en toute sérénité. Agissez avec nous pour former des sages-femmes dans les régions les plus reculées d'Éthiopie. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à sentir la différence sur ces 3 exemples, mais on sent que c'est déjà... En fait, le cerveau n'a pas besoin de réfléchir quand on lit ces dernières reformulations, ce qui fait qu'on vient beaucoup plus facilement toucher l'émotionnel plutôt que l'intellectuel à devoir réfléchir de quoi on parle. Deuxième point, pensez à communiquer sur l'impact final et concret, surtout si vous travaillez sur des thématiques complexes comme les droits de l'homme. Donc, évitez de parler en fait de mécanismes onusiens, de meetings, d'engagement au Conseil des Nations Unies. Donc là, je m'adresse surtout à des organisations qui vont être beaucoup plus dans le champ advocacy, droits de l'homme, etc., qui ont beaucoup de mal parfois à reformuler pour que ça soit beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensible en fait pour le public. Donc, un exemple à éviter, ça va être promouvoir la protection des communautés indigènes, leurs droits humains et la justice environnementale au Guatemala. Bon, c'est pas très parlant pour le grand public. Peut-être une manière de reformuler pourrait être aidons les communautés indigènes du Guatemala à avoir les moyens de défendre leur lieu de vie face à des projets hydrauliques qui dévastent leur environnement. Voilà, donc toujours cette même idée, c'est d'essayer de réfléchir à l'impact in fine de l'action, même si c'est à long terme, et de vulgariser le plus possible.
Troisième point, utiliser des titres clairs et parlants si vous avez une campagne avec différents petits paragraphes. Par exemple, on va éviter de dire problématique et on peut dire, par exemple, l'Éthiopie, un taux de mortalité maternelle scandaleux. Donc, on donne un fait pour parler de la problématique. Pensez aussi aux visuels, aux photographies. Souvent, ça véhicule énormément d'informations et on a besoin de moins de texte. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Pensez aussi aux témoignages, à tout ce qui peut rendre en fait votre campagne beaucoup plus humaine, beaucoup plus vivante. Et sachant que le but est vraiment que votre message passe. Donc c'est un petit peu le dessin avec les deux petits bonhommes, mais l'idée c'est vraiment de ne pas avoir une communication écrite qui soit comme ça. C'est-à-dire que vous savez, quand quelqu'un parlez à votre mari ou à votre femme et puis il vous répond autre chose, donc on a une espèce de dialogue qui se passe à deux niveaux comme ça. L'idée c'est vraiment d'éviter de faire ça dans le cadre d'une campagne. Donc mettez-vous à la place du lecteur. Si possible, faites relire votre campagne par n'importe qui, votre grand-mère, des amis, de la famille, ne serait-ce que d'avoir un ou deux avis pour juste voir est-ce que c'est clair, est-ce que c'est simple. Et rapidement, dernier point, comment définir ces équivalences de dons? Donc, pourquoi est-ce qu'on parle d'équivalence de dons? Eh bien, tout simplement parce que c'est le moyen le plus efficace de montrer au donateur quelle différence il peut concrètement faire. Donc, l'équivalence de dons, c'est ces petites lignes où on va avoir pour 50 francs ou pour 50 euros, vous pouvez faire, on va pouvoir faire telle chose pour 10 euros, 10 francs, etc. Donc, c'est vraiment une manière extrêmement efficace de pouvoir convaincre en donnant en fait des éléments concrets, en disant voilà, avec ça, nous, on arrive à faire ça, par exemple. Comment les créer? C'est là où on revient sur les bases au tout début de ma présentation, c'est en utilisant votre budget. C'est-à-dire que si vous avez dès le début vos besoins financiers pour votre plan opérationnel ou votre budget détaillé pour votre projet, ça va être extrêmement facile de regarder un petit peu les lignes budgétaires qui sont les plus pertinentes. Alors bien évidemment, on va éviter tout ce qui est salaire, frais administratifs, frais de gestion, de coordination de projet. C'est pas ça qui va parler aux gens. Donc on se concentre sur les activités du projet et c'est ça qui va permettre de voir qu'est-ce qu'on pourrait utiliser et d'adapter forcément les montants pour que ça reste des choses assez petites. En général, on a 3-4 paliers de 10, 20, 50, ça peut aller jusqu'à 100 euros, 100 francs, mais l'idée, c'est vraiment de les adapter. Donc là, on peut diminuer le nombre de jours, on peut diminuer la durée, on peut diminuer le nombre de bénéficiaires. Voilà, on peut vraiment jouer en fait avec ces chiffres. Ça reste quelque chose de concret, mais ça permet de donner quelque chose comment dire, de très pertinent en fait pour vous et pour le projet ou la campagne que vous présentez. Comment les formuler? Donc les équivalences de dons à garder en tête, ça reste des exemples. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de dire qu'avec ces 50 euros-là, vous allez exactement faire ça. C'est vraiment des exemples, donc il faut dans la mesure du possible que ça soit formulé comme des exemples pour pas que vous ayez à vraiment flécher en fait vos dons sur ces coûts-là. On les formule toujours de manière très simple et très concrète. Donc, encore une fois, un exemple, on évite de parler de renforcement de capacité en atténuation des effets du changement climatique. Encore une fois, dans le cadre institutionnel, ça passe, dans le cadre de campagne, ça passe pas. On va parler, par exemple, d'un atelier pour apprendre à 30 fermiers à économiser l'eau. Voilà, on reste sur des choses simples. Et au niveau de la formulation, pour que ça puisse rester en fait des exemples, on peut jouer un petit peu avec les mots. On peut, alors au lieu de dire par exemple avec 50 euros, nous allons acheter le matériel scolaire, on peut dire grâce à votre soutien de 50 euros, nous pourrons par exemple acheter le matériel de, ou avec 50 euros, nous pourrez nous permettre de, etc. Voilà. Donc ça, c'est des petites astuces aussi pour s'assurer que vous êtes vraiment sur des exemples et que finalement ces équivalences-là n'engagent à rien, parce que si vous vous retrouvez avec des dons importants pour finalement une ligne budgétaire qui est assez petite, ça ne fait vraiment aucun sens. Voilà pour moi. J'espère que ces astuces pourront vous aider un petit peu et je repasse la main à Alexandre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Et donc, je vais chercher à illustrer par rapport à la page de dons, par rapport au tunnel de transformation, ce que tu as expliqué, donc ce à quoi ça peut ressembler. Tout d'abord, pour reprendre la logique de
fonds dédiés. Je pense que c'est l'exemple le plus simple, c'est-à-dire sur un formulaire de don, cette logique de proposer aux donateurs de l'affectation, donc quel projet il souhaite que son don soit consacré. Pour le petit partage d'expérience, en fait, il y avait une étude qu'on avait fait il y a quelque temps déjà maintenant avec la Fondation de France, avec une société qui faisait aussi de l'analyse d'expérience utilisateur, de l'UX design, et on en était arrivé à cette logique de dire le meilleur parcours, vu qu'il y a une lecture en Z et puis de haut en bas hein, sur un don online, c'est de proposer l'affectation avant le choix du montant, parce que ça amène le donateur ça rend tangible en fait son impact et donc c'est logique de choisir d'abord la cause ou le projet qu'on veut soutenir et en plus ça peut potentiellement amener la personne à se montrer plus généreux au moment du choix du montant, étant donné qu'il s'est déjà projeté sur le projet qu'il veut soutenir. Donc voilà, ça c'est assez simple, ça prend souvent l'apparence de ce type de menu déroulant. Il peut y avoir des présentations un peu plus originales. Il y en a une sur la FRM typiquement où là il y a plusieurs causes sont visibles côte à côte. C'est assez aussi intéressant. Je vais vous la montrer. C'est un autre exemple intéressant, vous voyez, où causes sont à nouveau. Et la FRM avait aussi fait des tests et a fait, assez importants en termes de parcours avec des sociétés de conseil, avec il me semble de l'eye tracking, c'est-à-dire le fait de suivre le regard des visiteurs. Et on arrive sur ce type de choix de la cause en premier avant le montant. Et puis ensuite, il y a pour on va dire, du don non affecté, il y a ce que tu décrivais très bien, Émilie, c'est-à-dire de rendre tangible l'impact, là aussi, même si c'est pas, contrairement au don affecté, un engagement, même au sens juridique, hein, d'utilisation des fonds. Et là, on a cet exemple du Rire Médecin qui met en exergue, en fait, le fait que, en doublant le montant de son don, on double aussi le nombre de visites d'un clown à des enfants hospitalisés. Et donc, voilà, c'est une manière là aussi, pour le donateur, de tout de suite percevoir l'importance et l'impact de son don. Et un dernier exemple qui peut être intéressant, c'est une page qui a été mis en place à l'occasion du Giving Tuesday avec l'Université catholique de Lyon. Et là, on retrouve les deux, en fait, qui se mixent dans une page un peu tout en un, où on a à la fois en fait, des fonds qui sont affectés à une destination bien précise, qui est le fait d'offrir une bourse d'études à un étudiant ukrainien, avec une barre de progression. Donc là, voilà, on a vraiment toutes ces logiques. On retrouve un peu du crowdfunding pour une collecte qui sont donc des fonds dédiés. Mais on a aussi l'usage d'équivalence au niveau du formulaire de don pour justement voilà, permettre de voir ou de se rendre compte à quel point le montant du don qu'on va faire va nous rapprocher de l'objectif qui est que cette bourse soit financée et qu'un étudiant réfugié ukrainien puisse être accueilli à l'Université catholique de Lyon. Voilà, c'était deux petits exemples, enfin trois même, pour vous montrer comment ça peut se mettre en place sur un dispositif de collecte digitale, des cas concrets, comme les exemples que tu as donnés. Et donc voilà, comme vous l'avez vu, j'ai vu que vous avez déjà mis un certain nombre de commentaires. Il y a une colonne de droite qui permet de poser des questions. Ce que je vous propose, c'est de prendre le temps, en flashant ce QR code, de répondre à un petit questionnaire, notamment pour nous donner les idées, les thématiques que vous voudriez voir abordées durant les différents lives qui vont venir cette année 2023. Et puis, après ces 2 minutes, le temps on va avoir un temps d'échange, de questions-réponses,
avec Émilie par rapport aux différents commentaires que vous avez pu laisser. Donc, n'hésitez pas, après avoir répondu à ce petit questionnaire, à aussi poser vos questions dans la colonne de droite, de manière à ce qu'on puisse les poser à Émilie et qu'elle puisse vous répondre. Merci beaucoup. Voilà. On vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire qui nous aide beaucoup, hein, déjà pour recueillir votre opinion sur ces lives et puis les idées que vous nous donnez sont très utiles pour nous pour prévoir de nouvelles interventions, solliciter des organisations ou des prestataires dont vous avez envie d'entendre les retours d'expérience. Donc, comme promis, on va passer à la partie questions-réponses et j'invite notre organisatrice, parce que c'est elle qui est en charge de toute cette partie-là, Ophélie, à nous rejoindre pour pouvoir partager les questions que vous avez pu poser dans le chat. Merci Alexandre, bonjour tout le monde. Merci Émilie pour aussi toutes ces explications. En tout cas, il y a eu beaucoup de félicitations sur le squelette, il a beaucoup plu. Je crois que c'est très visuel, ça parle beaucoup, donc c'est vrai qu'au moins il y a eu de l'enthousiasme par rapport à ça et ça restera. C'est très concret, c'est factuel. Ça rappelle les cours de SVT en plus. C'est ça. Oui, il doit y avoir un petit côté comme ça qui ramène de bons souvenirs. Donc au-delà de dire que plutôt des retours pour dire que c'était très clair et donc ça c'est chouette, félicitations. Il y a une question concernant les collectes pour un hôpital entre dons non affectés ou une campagne projet, une petite hésitation sur la meilleure méthode à adopter. Alors, est-ce que l'un de vous a un conseil pour la collecte notamment dans le milieu hospitalier? Je peux commencer. En fait, c'est difficile de répondre parce que ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire et de quels sont vos besoins. Alors, en fait, oui, sans les éléments, c'est un petit peu difficile de répondre. Je pense que pour des secteurs, alors tout dépend de quoi vous traitez. Si on parle d'un hôpital pour enfants, voilà, de ce genre de choses, c'est des thématiques qui vont parler beaucoup. Si on est plutôt sur d'autres thématiques, ou je ne sais pas si vous êtes sur des thématiques de recherche, ça peut être des choses qui vont parler un petit peu moins peut-être au grand public. Donc là, peut-être que des projets précis, ça peut être intéressant. Voilà. Après, dans l'ensemble, selon encore une fois de quoi vous traitez, est-ce que c'est un hôpital
voilà, spécifique pour quelque chose? Est-ce que c'est sur de la recherche? Est-ce que c'est vraiment sur de la prise en charge de patients, etc. Sinon, ça peut être la partie un peu plus vision globale peut être intéressante, mais voilà, c'est difficile de répondre parce que ça dépend vraiment en fait de quel est votre besoin. Si vous avez quelque chose de très précis, une initiative, un projet à faire financer, ou si pas particulièrement, et que ça peut être quelque chose de plus global, selon encore une fois la thématique sur laquelle vous êtes exactement. Moi, je repartagerais. Merci déjà. Moi, je repartagerais peut-être l'info qui est passée dans la très bonne newsletter Fundraising plus Impact, à laquelle vous pouvez vous abonner, à propos de la campagne de Giving Tuesday qu'avait fait le Lille, qui montrait que, voilà, ça avait été, ils avaient un peu fait d'ailleurs ce que tu disais là par rapport sur l'hôpital des enfants, c'est-à-dire ils avaient collecté pour un projet parce qu'ils démarraient, et ça avait embarqué pas mal de gens autour de ce projet assez concret, à la fois les personnels, à la fois les donateurs. Ils avaient même identifié des grands donateurs. Et si je fais le parallèle avec des collectes comme des campagnes qui ont pu être menées pour des temps de collecte comme l'IFI, le fait d'avoir des projets type grands équipements à financer, c'est aussi la possibilité, quand on a une échéance très précise, comme une échéance fiscale, typiquement pour l'IFI, d'animer sa collecte en envoyant des emails en disant on y est presque, on est à 80%, soutenez le projet pour qu'on puisse boucler le budget. Donc il y avait un peu cet avantage-là à faire de la collecte par projet. Dans ces deux exemples, donc sur de la collecte IFI, sur des temps de collecte à chaque fois, donc que ce soit le Giving Tuesday ou que ce soit la collecte IFI. Mais bon, j'imagine que le bon plan, c'est le bon plan de communication et de collecte annuel, c'est d'avoir ces temps de collecte par projet qui justement sont des temps dans l'année et de la collecte non affectée pour l'établissement, pour la recherche, tout le reste de l'année. Alors, il y a pas mal de réactions, pas mal de questions qui sont en train d'arriver, notamment, alors, comment capter une nouvelle audience? Je pense qu'on pourrait même en faire un live dédié sur le sujet des nouvelles audiences. J'ai pas plus de précision que ça sur la question, mais est-ce que vous voulez toucher 2 mots sur ce sujet-là ou pas? Peut-être plus Alexandre. C'est gentil. Alors, ça veut dire en fait comment toucher la cible qui est dans la colonne inconnue ou dans les 2 colonnes peu connues. Oui, voilà, c'est vrai que nouvelle audience, faudrait peut-être préciser quelle est la cible exactement, de quelle audience vous souhaitez cibler exactement, et comment vous fonctionnez aujourd'hui pour aller la toucher. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, donc c'est vrai que la question est posée de manière assez large. Mais voilà. Moi, schématiquement, en termes de collecte, de stratégie de collecte de fonds, je dirais il y a trois grands ensembles de cibles et donc de potentiels donateurs. Il y a le grand public qui sont les donateurs avec une contribution petite ou moyenne, et vraiment c'est pas péjoratif, c'est la majorité des donateurs en ligne, pour pas dire l'extrême majorité des donateurs en ligne, à exception de quelques temps de collecte comme l'IFI ou des temps de collecte de ce type-là. Ensuite, on va avoir, on les appellera pas forcément les philanthropes, mais des mécènes, enfin des donateurs, des plus grands donateurs. Et puis après, on va avoir les donateurs entreprises mécènes. Donc c'est sûr que si on reprend la question, si on reprend l'exemple par exemple de l'hôpital, il y a beaucoup d'hôpitaux qui au départ vont solliciter les entreprises sur leur territoire, parce que c'est des mécènes assez accessibles, je dirais, assez faciles à identifier. Et puis aussi parce que des fois c'est une contrainte en termes de ressources humaines, c'est tout simple. S'il y a une personne qui doit faire le développement des ressources de l'hôpital ou autre, c'est forcément plus simple de monter
projet ou de monter un appel, de manière générale, enfin tout ce qu'a présenté Émilie, un appel à dons et d'aller et de solliciter des rendez-vous auprès des entreprises d'une certaine taille localement, qui peuvent en plus avoir aussi des budgets qui sont consacrés à ça. Donc si la problématique c'est comment, si je fais de la collecte auprès des entreprises aujourd'hui, je veux toucher une nouvelle audience qui sont partis, par exemple des donateurs particuliers, c'est toute la stratégie que vient de décrire Émilie qu'il faut mettre en œuvre, depuis la réflexion sur est-ce qu'on va leur proposer du don affecté ou non affecté, et puis tout ce qui a été décrit en termes d'argumentation, construction de l'argumentation. Du coup, ça recoupe la question de Cécile qui disait qu'elles allaient démarrer une campagne de dons à destination des entreprises locales. Et est-ce qu'on peut utiliser la même stratégie qui a été présentée pour les toucher des entreprises locales? Oui, alors peut-être sur le point juste avant, pour compléter un petit peu, si c'est vraiment dans le cadre d'une campagne grand public. Alors, il y a toute une partie qui est vraiment autour du marketing digital. Donc, moi, c'est pas du tout mon expertise, mais voilà, des personnes qui ont cette expertise-là peuvent mettre en place des choses sur les réseaux sociaux, etc., pour aussi acquérir de nouvelles cibles, en tout cas élargir l'audience. Il y a d'autres choses aussi qu'on peut tester, alors selon les pays, parce que alors en France, ça marche maintenant un petit peu moins bien, mais je sais que par exemple sur la Suisse, ça fonctionne encore très très bien, mais c'est possible de tester des campagnes de mailing, donc de vraiment pouvoir envoyer en fait des lettres à une cible très précise dans une zone ou voilà, un profil socio-économique. Moi, je l'ai testé, alors c'était plutôt en Suisse, donc j'ai testé avec plusieurs clients. Ça a permis vraiment d'acquérir en fait des nouveaux donateurs. Ou ce qui fonctionne bien aussi, les campagnes de fundraising par téléphone. Alors si on a un peu de budget, de faire appel aussi à des entreprises qui peuvent faire du démarchage téléphonique. C'est quelque chose qui fonctionne encore, voilà, même s'il y a de plus en plus de restrictions, mais pour l'instant, c'est des choses qui marchent. Ou après, de simplement trouver, en fait, selon avec le petit nombre, petit ou moyen ou grand nombre de personnes qui gravitent autour de l'organisation, c'est vraiment de voir comment engager les personnes qui sont déjà autour de l'organisation pour faire en sorte de toucher d'autres personnes. Donc, d'essayer de faire preuve d'un petit peu de créativité pour se baser sur ce qu'on a déjà et de voir comment est-ce qu'on peut toucher d'autres personnes. Donc, je ne sais pas, peut-être parfois avec des petits concours, avec différentes choses qui font que ça peut aider. Et pour revenir sur la question concernant la campagne de dons à destination des entreprises, alors, il y a pas mal de choses que vous pouvez réutiliser en fait dans cette stratégie-là. Par contre, en termes de contenu et de formulation, on ne va pas du tout formuler les choses de la même manière selon si on s'adresse à un grand public. Là, c'était vraiment l'angle grand public. Et si on s'adresse à des entreprises. Quand on s'adresse à des entreprises, et ça c'est vrai que ce soit en format en campagne ou en format institutionnel, on va vraiment devoir s'adapter au discours des entreprises et utiliser plutôt leur jargon, ou en tout cas essayer de faire en sorte que des personnes qui sont exclusivement dans le secteur privé puissent comprendre et faire des liens en fait avec eux, leur jargon qui en fait reflète leur manière de penser. Donc d'essayer vraiment de comprendre comment est-ce que les entreprises fonctionnent, surtout qu'est-ce qui va les intéresser avec les entreprises. Il faut vraiment que ça soit du gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'elles vont être intéressées par des choses qui vont quelque part pouvoir leur apporter quelque chose. Et c'est là où il faut jouer, et c'est là où il faut faire très attention sur la reformulation qui va être encore différente des exemples que j'ai donnés, par exemple. Merci Émilie pour ce complément d'information et pour la réponse à la question de Cécile. Il y a une question concernant la lire. Des conseils pour encourager les gens peu à l'aise avec la technologie de donner sur le site plutôt que par chèque. Il faut que l'acte de don soit facile. En fait, il y a aujourd'hui, et c'est peut-être un des effets, je dirais, de transformation digitale ou d'accélération de la transformation digitale liée
à la pandémie, un peu comme un corollaire du télétravail, il y a beaucoup de gens qui n'avaient jamais donné probablement en ligne, qui ont donné en ligne pour la première fois dans cet élan de générosité qu'il y a eu en 2020 et 2021 au moment des confinements. Donc, il y a pas vraiment de grosses barrières qui seraient, par exemple, générationnelles, comme on avait tendance à le dire il y a plusieurs années. Aujourd'hui, souvent, ce qui est le plus important, c'est le fait d'avoir ou pas déjà une pratique de l'achat en ligne. C'est-à-dire, il y a une courbe d'apprentissage qui fait que il faut avoir souvent être passé par l'achat en ligne pour donner aussi, dans l'idée que de toute façon, c'est cette idée de faire une transaction dématérialisée, de saisir les coordonnées de sa carte bancaire par Internet qui peut représenter un frein pour un certain nombre de personnes, surtout pour des considérations de sécurité, la peur d'avoir qui serait hacké ou des choses comme ça. Donc forcément, ça veut dire que il y a des gens qui donneront pas en ligne, mais pour la plupart des donateurs qui sont prêts à donner en ligne, les principaux arguments, ça peut être déjà la rapidité d'action, le fait que si vous envoyez un email en disant mais soutenez-nous dès maintenant pour qu'on puisse agir rapidement, il y a un côté instantanéité qui n'existe pas forcément avec le fait de devoir retourner un chèque, le mettre dans une enveloppe, le timbrer, voilà, le déposer dans la boîte, etc. Et puis bah, il faut bien sûr faire de la réassurance au niveau du formulaire en lui-même, sur la sécurité du paiement, sur le traitement des données aussi, hein, le fait que les données vont pas être échangées ou vont pas être vendues, ce genre de choses, pour qu'au moment où le donateur il arrive sur votre formulaire de don, il soit en confiance et qu'il aille jusqu'au bout, qu'il soit pas freiné à un moment donné, qui procrastine ou qui ait de la défiance vis-à-vis du fait de vous soutenir alors qu'il avait un élan de générosité et que s'il arrivait sur votre formulaire, c'est qu'il était prêt initialement à vous faire un don. Et du coup, dans cette même veine, il y a une question sur quel site pour collecter des dons conseillez-vous? Là, ça dépend un peu déjà, ça dépend, pour être honnête, du volume de dons. Si on est sur une structure qui démarre véritablement, qui envisage un petit volume de dons de l'ordre de quelques milliers d'euros, hein, de dons en ligne annuels, il existe des solutions gratuites, hein, c'est-à-dire sans abonnement, qui vont et puis surtout si c'est un temps de collecte par exemple dans l'année, une seule fois pendant 2 ou 3 semaines en fin d'année ou quelque chose comme ça, il existe des solutions de collecte qui peuvent être adaptées. Alors ça va être des plateformes de crowdfunding ou des plateformes dédiées à la collecte des associations. Alors bon, en France la plus connue c'est Helloasso. Mais voilà, il y a d'autres solutions qui proposent, et puis il y a carrément des solutions de paiement, hein, comme PayPal ou Stripe qui peuvent être des options aussi pour prendre des dons en ligne. À partir du moment où on va dire il y a une démarche marketing professionnelle, donc une démarche d'appel à dons qui est structurée avec du marketing digital, on va avoir besoin de collecter plus de données, c'est-à-dire pas simplement traiter l'aspect transactionnel, c'est-à-dire le nom, collecter les données du donateur et encaisser son paiement. On va avoir envie justement de déployer une certaine argumentation, de représenter, d'avoir un tracking statistique aussi pour savoir est-ce que c'est notre emailing ou est-ce que c'est plutôt notre publicité sur les réseaux sociaux qui ont transformé, qui ont amené les dons. Et là, c'est là que des solutions comme la nôtre, GiveExpert, qui sont des modules de dons, cette fois-ci en marque blanche, par rapport à une plateforme de collecte ou un outil de collecte, en fait, il n'y a que votre marque, la marque de l'association qui apparaît. C'est là qu'elles prennent tout leur sens. Puis après, ce à quoi il faut être aussi attentif,
c'est des aspects d'intégration avec les outils d'emailing, parce que c'est bien d'avoir un outil de don, c'est encore mieux si il permet de savoir dans votre outil d'email, qu'il est connecté avec votre outil d'emailing, et donc les gens qui vous font des dons sont par exemple inscrits automatiquement à votre newsletter, mais qui sont aussi topés comme étant donateurs pour pas recevoir un nouvel appel à dons sur la même campagne qu'ils viennent déjà de soutenir. Et puis l'intégration aussi avec des outils de gestion, donc ce qu'on appelle des CRM, pour notamment émettre les reçus fiscaux, parce que le don en ligne, il y a aussi, c'est digital, donc en fait il y a cette habitude de l'instantanéité et souvent la volonté de se dire, ou l'attente légitime du donateur, qui est de se dire, si je fais un don en ligne, je vais recevoir un email de remerciement, mais je vais aussi recevoir mon reçu fiscal très rapidement. Dans les 24 heures, dans les 48 heures, je m'attends pas déjà, je m'attends pas à le recevoir par courrier, et puis je m'attends pas à le recevoir sous 10 ou 15 jours ou quelque chose comme ça. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en considération, je pense, au moment de choisir un dispositif. Puis idéalement, en choisir un qui va vous suivre, parce que si vous avez des perspectives importantes de progression de votre collecte sur 1 ou 2 ans, changer en cours de route parce que finalement vous avez pris quelque chose un peu petit pour tester au début, ça peut être relativement contraignant, notamment si vous avez par exemple comme stratégie d'acquérir des donateurs réguliers, parce que vos donateurs réguliers, en fait, ils sont liés au système de paiement que vous aviez avant. Donc si vous avez commencé à prendre des dons réguliers via PayPal, par exemple, en fait, ils continueront à être prélevés via PayPal. Vous n'allez pas les migrer sur un autre outil, où il y aura tout un travail à faire, du moins de ce point de vue. Voilà, c'est quelques conseils. Merci Alexandre. Et il y a une question concernant les rythmes des campagnes de dons à suivre. Comment ne pas essouffler les donateurs? Qui est souvent d'ailleurs une inquiétude de dire, c'est une question qui revient assez régulièrement, est-ce que si je communique beaucoup et je risque d'essouffler les donateurs? Enfin, de ce que je vois du milieu, il y a une réponse un peu consensuelle qui est de dire vous avez moins de risques d'essouffler vos donateurs. En tout cas, peut-être que vous allez perdre 2-3 personnes en route, mais en règle générale, plus vous allez communiquer, travailler votre communication, et notamment toute la partie fidélisation, plus vous allez réussir à faire grandir votre communauté, la faire adhérer à votre cause. Et en fait, on craint souvent d'essouffler les donateurs, mais en fait, c'est contre-productif de ne pas communiquer plutôt que de trop communiquer, si je peux m'exprimer ainsi. Je pense que, pour ajouter sur ça, je pense qu'il y a campagne d'appel aux dons et communication, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de communiquer constamment en disant donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent. Ça rejoint aussi le point sur l'aspect un petit peu plus fidélisation des donateurs derrière, c'est-à-dire qu'il y a des temps de campagne. Alors, après, je pense que peut-être Alexandre pourra compléter, donner son point de vue. Moi, je dirais que campagne maximum 3 ou 4 par an, ça me paraît déjà correct, et c'est déjà plutôt pas mal. Après, ça peut être à des temps, plutôt une en fin d'année, une plutôt en milieu d'année, et puis ça peut être aussi 2 fois, mais il faut penser qu'il y a tous ces temps en fait de communication où vous êtes là aussi pour simplement informer les personnes qui vous suivent ou qui vous soutiennent de ce que vous faites, de ce que vous avez réussi à faire grâce à leur participation, de différents moyens aussi possible pour elles de s'engager. C'est pas toujours via le don, ça peut être aussi de relayer des informations, on parlait d'ambassadeurs, de relais, de s'engager. Donc il y a aussi différentes choses à penser pour mobiliser les personnes sans forcément avoir à leur demander en fait de l'argent à chaque fois. Mais moi, je suis complètement d'accord. C'est l'appel à don, c'est des temps à l'intérieur d'une communication. Et la question, en fait, c'est tout autant une question de quantité que de qualité. Dans certains pays comme les États-Unis, il y a des structures qui communiquent une fois par semaine. Une fois par semaine. C'est 52 messages par an. Ils sont presque. Donc c'est très commun, quoi, je dirais, pour certaines ONG. Je pense que c'est un rythme qui paraît fou quand on regarde ça d'Europe. Après, la réalité, c'est qu'on a aussi vu des campagnes avec un message par jour pendant, par exemple, les 40 jours du carême, qui ont été des francs succès parce que elles avaient déjà parce qu'il y avait
une vraie raison de communiquer pendant ce temps de carême une fois par jour. Il n'y avait pas des appels à dons chaque jour, bien sûr. On avait un par semaine. Et il y avait une information qui était par contre perçue comme pertinente chaque jour et qui accompagnait les donateurs, qui étaient aussi des priants, dans ce temps de carême. Donc c'était très pertinent de ce point de vue-là. Je dirais c'est toujours une question de valeur ajoutée. Si les gens qui s'abonnent et qui reçoivent un message de vente privée par jour, ils s'y abonnent parce qu'ils pensent chaque jour qu'il y a un intérêt à ouvrir ce message. Donc tant que le meilleur indicateur, c'est de regarder vos taux d'ouverture. Si vous avez des bons taux d'ouverture, c'est la preuve que vous produisez des messages de qualité qui sont attendus, qui sont lus par vos destinataires. Et le pire, ce serait d'écrire peu et d'avoir de très mauvais taux d'ouverture. Ça veut dire qu'en fait, on pense plus du tout à vous. Et je pense que c'est possible, enfin, c'est tout à fait possible aussi de poser la question à certains moments dans votre évolution à vos donateurs, en fait, de leur demander de faire une petite enquête, que ce soit via le site internet ou en envoyant un email, mais en fait de leur poser la question de ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas dans la manière dont vous communiquez avec eux. C'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent parce que forcément ça demande un petit peu de temps, mais qui peuvent vraiment donner des informations très intéressantes. Et d'ailleurs, à ce sujet, parce qu'on a, je pense, commencé à donner la réponse à cette question, comment mener une campagne digitale de dons quand notre présence sur les réseaux sociaux est minime? Finalement, on n'a pas beaucoup parlé de l'emailing, parce que c'est un très fort transformateur en termes de dons, tout ce qui est emailing. Mais je vous laisse compléter la réponse, mais pour moi, c'est une grosse piste à explorer, c'est toute la partie emailing. Ouais, la constitution de base, de toute façon, qualifiée, et c'est essentiel. Alors bon, il y a des stratégies pour les construire, depuis les réseaux sociaux, via des pétitions, enfin voilà, il peut y avoir toute une série de stratégies à déployer pour constituer ces bases de sympathisants, qui sont autant de prospects pour la collecte de dons. Mais clairement, l'email reste un canal très, très efficace de transformation. Donc, il faut acquérir des contacts email, des sympathisants avec leur adresse email pour pouvoir ensuite les mobiliser, les solliciter justement de la manière dont ça a été présenté par Émilie. Ce qui est intéressant aussi avec les emailings, c'est que ça permet vraiment de tester aussi différentes formulations, différentes manières en fait de présenter les choses, différents angles aussi possibles, et de voir ce qui parle le plus aux personnes. Ce qui est un peu plus au temps T d'une campagne, c'est un peu plus compliqué une fois qu'on a déjà son formulaire de don, etc. On va pas changer le formulaire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour tester différentes choses. Alors que dans le cadre d'un email, on peut se permettre de tester aussi un petit peu plus ce qui peut fonctionner pour votre audience. Merci beaucoup, parce que c'est à la fois une bonne conclusion et une bonne idée pour un prochain live, l'A/B testing de contenu email pour tester justement en amont son argumentation. C'est une bonne idée, parce que on pense souvent à A/B testing sur des landing pages et probablement on le fait pas assez sur des objets d'email, sur des contenus, des call to action d'email. Même si récemment on avait un petit exemple comme ça d'A/B testing sur où placer le bouton dans un email, mais c'est super. On arrive à 10h, donc on va tenir notre planning pour laisser tout le monde retourner à ses différents projets. Avant tout, je tiens à remercier Émilie, merci beaucoup pour tout ce partage. Et puis, merci à toutes et tous qui nous avaient suivis. Merci à ceux qui regarderont aussi en replay ce live. Et voilà. Et puis, maintenant, pour ceux qui ne connaissaient pas encore Émilie, vous la connaissez, n'hésitez pas alors à la contacter. Vous pouvez la contacter, je dirais, au moins sur LinkedIn. C'est peut-être le moyen le plus facile de te joindre. Oui, tout à fait. Et puis merci d'avoir pris le temps de répondre du coup à ce questionnaire. Comme il est 10h, effectivement, on n'a pas eu le temps de balayer toutes les questions. On reviendra vers vous individuellement pour répondre plus précisément aux différents questionnements qui n'ont pas été répondus pour, comme dit Alexandre, respecter le timing des 10h. Oui, merci Ophélie pour l'organisation. On se donne rendez-vous donc le mois prochain
On annoncera donc la thématique d'ici la deuxième quinzaine de janvier, comme ça je ne prends pas de risque. Mais on y travaille d'arrache-pied. Et encore merci de répondre à tous ceux qui ont répondu au questionnaire, qui nous aident vraiment pour améliorer ces lives et arriver avec des contenus pertinents. Bonne journée tout le monde. Bonne journée.